Tout était bon pour justifier la manifestation contre l'islamophobie à l'initiative du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, réputé proche des frères musulmans qui prônent un islam radical et politique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et je vous rappelle que cette émission est disponible sur le site de TV Liberté, tvliberté.com, mais également sur la chaîne de Jean-Yves Le Gallou, donc n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt aux 10 000 abonnés. Brexit, les médias se prennent une claque. Malgré toutes les prédictions médiatiques d'un duel serré et même d'une possible victoire de Jeremy Corbyn, c'est bien le camp conservateur qui est sorti éclatant vainqueur de ces élections britanniques. Une journaliste de quotidien qui part à Mediapart, France Inter qui vous aide à passer un Noël anticapitaliste et, bien sûr, Christophe Barbier dans ses œuvres, les médias étaient en forme cette semaine. Le Mans saccagé par l'extrême droite, un gros bobard médiatique. Le centre-ville du Mans a-t-il été mis à feu et à sang? C'est ce qu'ont annoncé de nombreux journalistes ces derniers jours. Pour finir notre émission, nous reviendrons sur cet énorme bobard. Et pour commencer cette émission, eh bien, c'est l'image de la semaine. Et Jean-Yves, cette image sont des images, ce sont des documentaires diffusés par la télévision d'État chinoise sur des attentats commis par des musulmans en Chine. Voilà. Alors, ce sont des images, effectivement, publiées par la télévision d'État chinoise. Télévision d'État, il n'y a pas qu'en France que c'est douteux, ça peut être douteux aussi en Chine. Ça a été repris par une chaîne américaine. Donc nous vous montrons ces images que vous ne verrez nulle part ailleurs. Évidemment, il faut les regarder quand même avec prudence parce qu'on n'est pas absolument certain de la source. Mais après tout, si ces messieurs de Change News ou des décodeurs du Monde veulent approfondir les choses, eh bien qu'ils le fassent et qu'ils vérifient l'exactitude ou non de ces images qui sont effectivement très parlantes puisque ce sont des images d'attentats. Ce qu'il faut quand même voir, indépendamment de la véracité ou non de ces images, c'est qu'il y a une manipulation dans l'ouest de la Chine, au Xinjiang, là où il y a des Ouïghours, c'est-à-dire des Chinois islamisés, un peu comme il y a eu en Syrie, où il y a un certain nombre de forces qui encouragent, soit médiatiquement, soit avec des moyens plus matériels, des djihadistes chinois. On a eu les djihadistes syriens qui étaient des djihadistes modérés. Maintenant, on est en train de nous vendre les Ouïghours djihadistes sans doute modérés. C'est un nouveau conflit, sans doute une nouvelle instrumentalisation de l'islam radical pour déstabiliser un grand pays. C'est une affaire à suivre. En tout cas, c'est des images qui font partie, à minima, de la guerre de l'information, puisqu'on voit, à contrario, alors là, sur toutes les chaînes occidentales, des images de la répression des Ouïghours par les autorités chinoises, ou qui sont présentées comme telles. Là aussi, est-ce qu'il faut le croire totalement, ces images? Il faut là aussi justement, les médias, quand ils diffusent ces images-là, ils notent que ça vient de comptes anonymes sur Twitter et YouTube, mais que des analystes les ont jugés plausibles. Donc on n'est pas dans la véracité non plus d'un camp comme dans l'autre, absolue, la véracité absolue, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais par contre, les médias français, France Info en l'occurrence, diffusent complètement les images d'un camp, mais on ne voit pas les images des attentats présentés par la télévision chinoise. Voilà, c'est la guerre de l'information, ni plus ni moins, la guerre de l'information, qui est un élément de la guerre, parce que quand il y a une guerre de l'information, il y a généralement une guerre tout court derrière.
Et puisqu'on parle de guerre d'information, eh bien on va avoir une guerre qui a été perdue par les médias, puisqu'on va... Ah les pauvres, ah les pauvres. On se retrouve en Angleterre où les médias se prennent une claque. Le jeudi 12 décembre dernier avaient lieu les élections législatives britanniques, des élections anticipées qui provoquées par Boris Johnson et qui avaient évidemment un fort goût de second référendum sur le Brexit. En tout cas, le sujet était sur toutes les lèvres. Et jusqu'au dernier moment, eh bien, la majorité des médias ont tenté de faire croire qu'à une possible défaite de Boris Johnson. Exemple en Angleterre avec cet article du Guardian qui déclarait que c'était un mythe que le Labour avait perdu le vote des classes ouvrières. En France, eh bien, même chose, et c'est encore plus visible. Exemple avec cet article de l'Obs, publié le jour même de l'élection au matin. Jeremy Corbyn, l'inflexible idéaliste qui a sorti la gauche britannique du coma. Et jusqu'à la dernière minute, les médias français ont cru à une défaite des conservateurs. Exemple avec le JT de France 2. Le favori, néanmoins, si l'on en croit les instituts de sondage, reste Boris Johnson. Mais attention, on n'est pas à l'abri quand on va connaître les résultats dans quelques heures d'un retournement de situation, voire même d'une surprise. Alors Jean-Yves, évidemment, l'AFP n'est pas non plus en reste avec sa dépêche qui date de la veille de l'élection. Royaume-Uni vers une petite majorité conservatrice. Donc tous les médias ont annoncé une grosse surprise, ou en tout cas la possibilité d'une grosse surprise, sauf que finalement, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Non, parce que petite majorité conservatrice, c'est la plus grosse majorité conservatrice depuis 1987, donc depuis Thatcher, depuis plus de 30 ans. Et quant à Corbyn, qui avait remis la gauche... Qui avait sorti la gauche du coma. Qui avait sorti la gauche du coma, c'est la pire élection depuis 1974, c'est-à-dire depuis 45 ans. Alors vraiment, là, les médias, ils se sont surpassés. Ils prennent leur désir pour des réalités. Voilà. Mais ça marche pas toujours. La prophétie n'est pas toujours auto-réalisatrice. Surtout quand ce sont les médias français qui parlent de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Évidemment, ils ont une influence sur l'opinion française qui contribue à manipuler, à tromper. Mais ça a moins d'effet quand même en Grande-Bretagne. Il y a quand même eu un emballement... assez conséquent et assez comique finalement. Et quelle meilleure illustration du comique involontaire des journalistes que ces deux papiers des Échos, Jean-Yves, avec le premier titré « Boris Johnson, le clown qui fait peur ». Donc c'était en mai 2019. Et 6 mois plus tard, eh bien, on a finalement élection au Royaume-Uni, une victoire personnelle pour Boris Johnson, avec une petite mention dans le chapeau qui est... ceux qui le traitaient de bouffon ou de clown vont devoir faire amende honorable. On aimerait bien que les Échos fassent amende honorable. En une, on s'est trompé, cher lecteur, voilà. On vous a trompé. Voilà. Ça montre bien que ils se rendent pas compte de ce qui se passe, quoi. 6 mois avant, un instant chasse l'autre. Ouais. Donc voilà. Alors Jean-Yves, on voit donc qu'il y a quand même une grosse propagande. Est-ce que cette propagande, est-ce qu'elle fonctionne, cette propagande médiatique ? Oui, d'un certain point de vue, parce que l'opinion française, qu'est-ce qu'elle retient quand même? C'est que Boris Johnson, c'est un clown, qu'il emmène la Grande-Bretagne dans le mur, que les électeurs vont pas suivre, etc. Parce que il y a 100 fois plus de messages dans ce sens-là que de messages après l'élection, et surtout quand les résultats de l'élection sont pas comme on les souhaite, on en parle très peu. Voilà. Donc si un populiste perd une élection, ça va faire un bruit, un tohu-bohu terrible dans les médias. Donc on va dire, oui, les populistes, ils perdent forcément les élections. Si un populiste gagne des élections, on en parle le moins possible. Ouais. Donc c'est quand même efficace. Et effectivement, parce que l'aveuglement a continué même après l'élection, et notamment, effectivement, avec ce que vous disiez, Jean-Yves, avec une occultation, ou en tout cas une mise un petit peu sous cloche, avec beaucoup de médias qui ont traité, qui ont parlé du sujet, bien sûr, mais... pas autant, finalement, qu'on aurait pu le penser. Donc, c'était exactement ce que vous disiez. Dans un sens, il y a beaucoup de bruit et dans l'autre, il y en a beaucoup moins, quoi. Dans un sens, on fait 10 minutes à l'ouverture du 20h. Ouais. Dans l'autre, on fait 3 minutes à la fin du 20h. Voilà. Voilà. Donc, on en a parlé dans les deux cas, c'est vrai, mais pas du tout de la même manière. Exactement. Alors, autre aveuglement post-élection, eh bien, c'est la continuité un peu dans l'aveuglement idéologique, qui semble toujours aussi fort. Exemple avec Le Monde, qui publie une tribune. La victoire de Boris Johnson pose la question du déclin du débat public.
ce qui est assez... Quand les électeurs ne votent pas comme les médias leur disent, qu'il y a eu un vrai débat, en fait, parce qu'il y a vraiment eu un vrai débat. Il y a eu un vrai débat. Ouais. Alors non, là, ça va pas, c'est pas du vrai débat. Et c'est des pseudo-universitaires qui disent ça, enfin des universitaires, au fond, qui disent ce qu'on a envie qu'ils disent, ce qui leur permet de se faire un peu connaître, quoi. Voilà. Exactement. Alors, autre chose, preuve de l'aveuglement idéologique, eh bien, c'est Olivier Duhamel sur Europe 1, Jean-Yves, qui a fait un beau bobard, hein, tout simplement. Oui, alors ça a été relevé sur Polémia, qui a parlé de bobard XXL, puisque lui, il dit les sondages. Olivier Duhamel, professeur de sciences politiques, militant socialiste, ancien élu socialiste d'abord, mais qui se répand dans un certain nombre de médias, notamment sur France Culture. Et Europe 1, là où il a Europe 1, qui explique que les instituts de sondage se sont trompés. En l'occurrence, non, les instituts de sondage ne se sont pas trompés, puisque tous les sondages des 15 derniers jours donnaient les conservateurs en tête, avec 5, 12 ou 19 points d'avance. Ils ont eu 12 points d'avance, finalement, sur les travaillistes. Tous les sondages mettaient les conservateurs avec la majorité absolue. La majorité absolue, c'est 326 sièges. Le plus mauvais sondage leur en donnait 339. Donc là, les sondages ne sont pas trompés. Mais ce pauvre Duhamel, qui suit les choses de loin, lui, il a dû croire ce qu'il disait dans le Nouvel Observateur, dans Le Monde, et donc il n'a pas fait attention au fait que les sondages annonçaient clairement une victoire conservatrice. C'est vrai que les sondages peuvent se tromper, mais là, c'était des sondages convergents et avec un écart important. C'est toujours plus facile de taper sur le voisin plutôt que de se remettre en question. Donc, voilà. Vaut mieux que ce soit la faute des instituts de sondage que des journalistes, quoi. Voilà. C'est assez classique. Et puis, on a ce titre de West France. Boris Johnson aurait perdu l'élection britannique avec un vote à la proportionnelle. Eh oui, avec un vote à la proportionnelle, il y aurait 220 députés Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Je pense que West France, ça devrait les faire... ça devrait être enthousiaste à cette idée, non ? Je pense qu'il y aurait pas le même titrage, effectivement. Alors, avant de finir cette partie, eh bien, petit bonus avec les meilleures prédictions et les meilleures déclarations avisées des journalistes avant ces élections ou même plus largement sur le Brexit. Juste après le Brexit, en fait. Oui, voilà. Après le Brexit, oui. Enfin, il y en a un petit peu aussi qu'on va voir avant l'élection. Avec, pour commencer, eh bien, l'inénarrable Daniel Cohn-Bendit. Les Anglais savent qu'ils se sont trompés. Le peuple anglais a voté à 51% ou 52% pour le Brexit. Maintenant, 10 à 20% des Brexitiens, ils le regrettent. Là, sur la radio d'État, toujours excellent, Cohn-Bendit, dans l'affirmation forte, certaine, on y croit presque, de contre-vérité, quoi. Ouais. Voilà. C'est d'hypothèse, de contre-vérité, mais c'est asséné avec force. Voilà. C'est vraiment le succès médiatique de ce gars-là, c'est l'affirmation du mensonge. Alors, puisqu'on parle d'un homme médiatique, on va parler d'un autre. Alain Duhamel, qui tweet « Je fais le pari suivant, quand la négociation du Brexit s'achèvera dans 2 ans, il sera devenu très impopulaire en Grande-Bretagne. » Alors attention, un Duhamel peut en cacher un autre. Oui. Là, c'est Alain Duhamel et non pas Olivier Duhamel. C'est pas des frères, d'ailleurs. Non, mais ils ont la même vision du monde, c'est des frères idéologiques, on peut dire. Voilà. Luc de Barochez pour l'opinion qui tweet « Plus la date du Brexit approche, plus les électeurs britanniques regrettent leur vote ». Et je vous passe les multiples articles du Parisien et autres qui parlaient de ce même rejet du Brexit. On passe au meilleur pour la fin, le 6 septembre 2019, c'est-à-dire il y a très peu de temps. Dominique de Montvalon, pour le JDD notamment. Boris Johnson est dans une impasse. Et il se débat, un populiste de plus qui fonce droit devant et ne sait plus soudain comment faire. Bon, voilà, si vous voulez, ça reste 2 mois plus tard, la plus grosse victoire de l'histoire. Ce qui reste, c'est tout le discrédit qu'ils répandent sur les populistes. Et qui est un handicap partout en Europe pour tous les populistes. Parce que dans tous les pays d'Europe, tous les médias critiquent les populistes, surtout chez les voisins, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe chez les voisins, beaucoup moins. Et donc c'est efficace. Le mensonge est efficace. La propagande est efficace, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment contribuer à décrédibiliser davantage encore que c'est le cas aujourd'hui les médias pour rendre leur propagande moins efficace. Il y a une solution toute simple, c'est partager au maximum les épisodes d'E-Média où on s'attelle quand même à démontrer tout ça et puis à soutenir TV Liberté aussi, tout simplement. Soutenir TV Liberté avant la fin de l'année pour bénéficier de la déduction fiscale.
voilà, par PayPal, par chèque, par virement, par tous les moyens possibles, aider TV Liberté, parce que nous avons 1000, 100 000 fois de moyens que les autres, mais ce que nous faisons est indispensable. Passons à la revue de presse. Pour entamer cette revue de presse, quoi de mieux que Christophe Barbier, qu'on n'avait pas vu depuis un moment, mais vous allez voir, il est en forme. Doit-il quitter le gouvernement? Non, enfin il va quitter le gouvernement, mais pas tout de suite. Delevoye partira, mais il partira quand le texte sera terminé, ficelé et transmis au Conseil des ministres. C'est prévu pour le 22 janvier. Même technique que Cohn-Bendit, l'affirmation péremptoire. Alors Cohn-Bendit, il faut 2 ans pour voir que tout ça est bidon. Pour Barbier, c'est 2 heures. Oui, voilà, c'est un peu plus rapide, mais c'est le même principe. Oui. On affirme avec force. C'est incontestable. Ouais. Bon, effectivement, dans la journée, on apprend que Delevoye finalement démissionnait. Oui. Donc, c'est assez extraordinaire. Le vrai scandale de Delevoye, d'ailleurs, je le dis parce que ça a été assez peu dit dans les médias, c'est moins l'affaire de ces déclarations incomplètes à la haute autorité pour la transparence de la vie publique que le fait d'avoir cumulé un traitement, une fonction ministérielle et un traitement privé, qui est interdit non pas par une loi ou une loi organique ou un décret, qui est interdit par l'article 23 de la Constitution. C'est ça qui est gravissime chez Delevoye, et ça n'a pas été toujours autant souligné que ça le méritait. Alors, France Inter, qui nous conseille 8 cadeaux anticapitalistes à offrir pour faire un Noël vraiment tout rouge. Voilà, donc le service public en roue libre. Bah oui, pourquoi pas. Voilà, ils sont chez eux, hein, voilà. En tout cas, ils assument leur penchant anticapitaliste et donc d'extrême gauche. Ça n'empêche pas les grandes entreprises de leur faire de la publicité. Alors, ils auraient tort de se priver. Hein. C'est pas faux. Hein. Alors, sur Twitter, un tweet de Julien Rochdy qui prend en exemple une photo dans son magasin de province du rayon enfant avec un nouveau-né, un bébé, enfin une poupée de nouveau-né mis en avant, qui est une poupée africaine. Et il dit « L'avenir nous est montré, mieux il nous est prescrit, disparaissez, sale blanc ». Et Marlène Schiappa lui a répondu directement en disant ironiquement bonjour Julien Rochdy, pourriez-vous me donner l'adresse du supermarché s'il vous plaît? Je voudrais une de ces adorables poupées pour ma nièce. J'en cherche partout justement. Voilà, donc petite tentative d'humour. Et Julien Rochdy qui lui répond bonsoir Marlène Schiappa. Vous êtes un peu décevante à céder aussi facilement aux stéréotypes de genre. Offrez donc plutôt un magnifique action man obèse et transsexuel à votre adorable nièce pour plus d'inclusivité. Donc il répond avec humour et ça fait mouche, puisque finalement son tweet a été plus aimé sur Twitter que celui de Marlène Schiappa. Mais c'est intéressant cette séquence. C'est intéressant parce que c'est un dialogue, on peut dire citoyen-ministre, bon, et à travers les réseaux sociaux. Et sur un sujet qui est la promotion ou non du métissage, qui est un des axes de la propagande gouvernementale, un des axes de la propagande médiatique. Donc c'est un vrai sujet. Le débat a lieu quand même, donc ça c'est bien. Mais sur les réseaux sociaux, on l'attend sur les médias. Ah bah un débat Marlène Schiappa, Julien Rochdy, ça pourrait être intéressant, mais demain la veille. C'est sur Twitter en attendant d'être TV sur les Liberté médias. peut les inviter. C'est pas faux. On passe à Quotidien, puisque Jean-Yves, on a appris que la journaliste Valentine Auberti avait annoncé son départ, et elle part simplement pour une rédaction bien connue, Mediapart. Oui, alors c'est intéressant parce que Valentine Auberti, elle vient des médias de service public, elle vient de France Inter, elle vient de ces médias-là. Elle était sur TMC, c'est-à-dire sur TF1, donc média privé, et à part sur Mediapart, médias subventionnés, mais d'extrême gauche. D'extrême gauche. D'extrême gauche. Et donc on voit bien finalement la grande consanguinité entre le service public, les médias privés et puis l'extrême gauche. De là à penser que tous sont sur l'exacte même ligne idéologique, il n'y a qu'un pas. Hein. Bon, il y a des nuances. Il y a des variantes. Honnêtement, il y a des variantes. En tout cas, mais pas sociétalement. Il y a des variantes en économie. Oui. Il y en a qui sont plus socialistes, plus interventionnistes, d'autres plus libéraux. Mais sur le sociétal, ils sont tous d'accord. Mais en tout cas, elle n'est pas partie à valeurs actuelles, quoi. Ça, non, bah écoutez, je préfère Charlotte Dornelas. Le CSA, Jean-Yves, qui se lance dans la lutte contre la désinformation en créant une équipe, un comité d'experts qui vise en fait à vérifier la bonne application de la loi contre les infox et donc à mettre en place
Oui, alors décryptage. Le CSA qui se livre à la lutte contre les désinformations, à qui confie-t-il cela? Alors d'abord, il y a un comité d'experts, mais qui préside le comité d'experts? C'est Michèle Loridon, qui a été la directrice de l'information de l'AFP de 2014 à 2018, je crois, période pendant laquelle l'AFP a collectionné les bobards internationaux, bobards nationaux, etc. Donc elle est tout à fait qualifiée, effectivement, pour juger des infox des autres, puisqu'elle les a beaucoup pratiqués. Elle a d'ailleurs dans son comité d'experts Monsieur Talagrand, qui est un des adjoints de l'AFP Factuel, donc là aussi on est toujours dans la bonne maison de l'AFP. On a le directeur adjoint de la rédaction de France Inter, là aussi des beaux collectionneurs de bobards. Et puis quand même, parce qu'il faut un petit zeste politique, on a Madame Julia Cagé, qui est la collaboratrice économique de Benoît Hamon pendant les présidentielles. Pendant les présidentielles. Donc on voit très bien dans quel environnement on se situe. Il va s'agir de traquer les vraies informations, parce que ce qu'on appelle la lutte contre les fake news, c'est en fait la lutte contre ce qui est politiquement incorrect. Ce n'est pas une question de fait, c'est une question d'opinion. Il s'agit de traquer les opinions qui ne vont pas dans le sens souhaité. Le CSA est un organisme aujourd'hui particulièrement nocif. Alors Jean-Yves, l'actualité médiatique de la semaine, c'est aussi le Miss France, le concours de beauté, où on a vu finalement que le jury avait préféré Miss Provence, mais c'est bien Miss Guadeloupe qui a été élue. Oui, alors c'est un joli tir groupé pour les Noirs, les candidates noires, puisque c'est une candidate noire qui a été élue Miss Univers. C'est une candidate noire qui a été élue Miss Monde, c'est une candidate noire qui a été élue Miss USA, et c'est une candidate noire qui a été élue Miss France. Voilà. Donc c'est un constat. Hein. Voilà. Chacun en tirera les conclusions qu'il pense les bonnes. Alors, autre actualité médiatique cette semaine, c'était Geoffroy Lejeune qui était sur le plateau de l'Instant M sur France Inter et qui a vu Sonia De Villers lui poser une question un petit peu spéciale. On l'écoute. Valeurs Actuelles est-il un média antisémite? Je vous pose la question vraiment très très sérieusement parce que là pour le coup c'est pas drôle du tout. Benjamin Stora, l'historien officiel, papier de votre confrère et journaliste Bruno Larbière, une sur George Soros, le milliardaire qui complote contre la France, c'est votre titre, reprenant un titre de site conspirationniste violemment antisémite. Vous savez bien que les mots n'ont pas la même. Alors non, je suis désolé, la même pardonnez-moi, portée sur Soros, et la même aura sur en Soros, fonction de. On doit pouvoir avoir le droit de critiquer George Soros, tout comme Benjamin Stora, sans être accusé d'antisémitisme. Sonia De Villers là est assez agressive, pas seulement dans le ton, dans le thème, puisqu'elle accuse d'antisémitisme, ce qui est une accusation qui est quand même grave, un peu ridicule s'agissant de Valeurs Actuelles, qui est un hebdomadaire qui a toujours été sur une ligne pro-israélienne, par exemple, depuis toujours. Bon, donc c'est un peu ridicule, mais la question est agressive. Et alors elle lui dit, vous avez critiqué Soros est juif, donc vous êtes antisémite. Et un de vos journalistes, Larbière, qui n'est pas antisémite d'ailleurs, a critiqué Benjamin Stora, qui est un historien militant, engagé d'extrême gauche pro-FLN. Benjamin Stora est juif, donc vous êtes antisémite. Ce qui est quand même proprement hallucinant, parce que on attaque sur tous les médias tous les jours Zemmour, par des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, ce qui est parfaitement leur droit, mais on n'accuse pas les gens qui critiquent Zemmour d'être antisémites. Bon, alors pourquoi on accuse les gens qui critiquent Soros ou les gens qui critiquent Benjamin Stora d'être antisémites? C'est quand même tout à fait hallucinant. On a le droit d'être d'accord ou non avec les gens, qu'ils soient juifs ou pas juifs. C'est une question d'opinion. Alors, autre actualité, Jean-Yves, bien c'est les décodeurs, notamment Samuel Laurent et Le Monde, en tant qu'entité journalistique, qui ont été condamnés pour diffamation envers Olivier Berruyer, l'animateur du site L'Écrise, et c'est assez intéressant. Alors, les sites L'Écrise, c'est un excellent site international essentiellement, qui fait de la réinformation internationale, précis, avec beaucoup de tableaux, beaucoup de choses. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et de solide. Et là, M. Samuel Laurent, en tant que décodeur, avait dit « Ils ont publié 600 articles erronés qu'ils ont supprimés », ce qui est de la pure affabulation. Et il a été condamné pour diffamation. Alors, le droit de la diffamation, c'est un droit de presse pénal qui est plutôt protecteur
et je dois dire, je pense que c'est une bonne chose, qui est plutôt protecteur des journalistes, qui est plutôt protecteur des gens qui s'expriment. Et gagner un procès en diffamation, c'est pas facile. Parce que celui qui est accusé a deux moyens de se défendre. Le premier moyen, c'est de dire, voilà, je vous apporte la preuve de ce que j'ai dit. Auquel cas, c'est plié, si la preuve est donnée, dans les délais, il n'y a pas de diffamation. L'autre moyen, c'est de dire, oui, j'ai pas tout à fait la preuve de ce que j'ai dit, mais j'étais de bonne foi. Voilà. Ça, et là, ça permet, évidemment, une part d'interprétation beaucoup plus grande au juge. Et généralement, on accorde la bonne foi. Et donc, c'est assez dur de gagner un procès en diffamation. Là, les juges disent non, il n'y a pas la bonne foi. Il n'y a pas la bonne foi. Parce qu'il a totalement bidonné. Donc, voilà. Donc, on sait, M. Samuel Laurent, après tout, on rappelle régulièrement, quand on parle de Zemmour, qu'il a été condamné pour délit d'opinion. Eh bien là, je pense qu'on pourrait rappeler utilement que M. Samuel Laurent a été condamné pour diffamation, ou dire, tout simplement, en parlant de Samuel Laurent, le diffamateur Samuel Laurent. D'ailleurs, il ne fait plus le fake news du Monde. Ouais. Et maintenant, il est revenu journaliste normal, si j'ose dire. Il a d'ailleurs dû commencer sa carrière, son retour dans la carrière de journaliste normal, par une dizaine de papiers de dénigrement du Rassemblement national. Donc il est bien repris dans le moule qui convient. Alors j'arrive pour finir cette revue de presse, et bien cette bonne nouvelle qui nous vient d'Italie, puisqu'il y a une victoire de la liberté d'expression. En fait, c'est la page Facebook du parti politique néofasciste italien, mais parti politique quand même, Casapande, qui a donc été rétablie par Facebook, puisque en fait, il y avait... Sur décision de la justice italienne. Voilà, exactement. Alors, effectivement, c'est une jurisprudence tout à fait intéressante, sauf que c'est une jurisprudence qui s'applique en Italie. Ouais. Voilà. Pas en France. Ouais. Mais pas en France, parce que il faudrait engager ce type d'action en France. En rappelant que ça avait été supprimé sans aucun fondement, et que c'était juste une... Et alors qu'en plus on était en pleine élection, je crois que c'était en pleine élection, où ils étaient présents, ils présentaient des candidats. Donc c'était assez incroyable. Bon, un bon point pour la justice italienne. Oui, et un bon point pour les gens de Casapound qui se sont battus et qui ont gagné. Effectivement. Passons au deuxième sujet, Le Mans saccagé par l'extrême droite, un gros bobard médiatique. Ce 14 décembre, dans le centre-ville du Mans, avait lieu une commémoration qui a rassemblé entre 100 et 150 personnes. L'objectif, c'était de commémorer une bataille au moment de la Révolution française entre les Vendéens et les Républicains. Donc on le voit d'ailleurs, le HuffPost qui déclare « Chaque année, ces militants se regroupent pour commémorer le souvenir vendéen. Un prétendu massacre commis par les Républicains au Mans en 1793, pour reprendre les mots d'un élu local. » Ça, c'est la version du HuffPost. Oui, alors, prétendu massacre, non, c'est pas un prétendu massacre. Qu'est-ce qui s'est passé en 1793, en décembre 1793 ? L'armée catholique et royale s'est réfugiée au Mans. Et elle a fini par subir une défaite à la suite de l'assaut des généraux républicains, Westermann, Marceau. C'était une bataille militaire classique. C'est au départ une bataille militaire classique, une bataille militaire, voilà. Sauf que les Vendéens étaient pas mal accompagnés de femmes et d'enfants, qu'ils étaient dans une ville où il y avait des femmes et des enfants, et qu'à la fin de la bataille, ça s'est terminé par un massacre considérable de femmes et d'enfants. C'est un point qui est peu discutable, puisque le général Kléber lui-même, qui était l'un des généraux républicains, qui a son nom sur l'Arc de Triomphe, qui a son avenue à Paris, le général Kléber a déclaré « On ne saurait se figurer l'horrible carnage qui se fit ce jour-là ». Voilà. Donc c'est pas un prétendu massacre, c'est un massacre qui a peut-être en partie échappé aux généraux qui commandaient les actions républicaines. Il faut essayer d'être objectif dans cette affaire. Mais on ne peut pas dire que c'est un prétendu massacre, c'est un massacre de femmes et d'enfants. Voilà. Donc militantisme total du HuffPost qui feint d'ignorer cette réalité et qui se cache d'ailleurs derrière les mots d'un élu local pour asséner sa propagande historique. Encore une fois, il suffit de 2 clics pour vérifier les choses. Oui. Ça ne demande pas un travail considérable.
Alors, les erreurs journalistiques ne se sont pas arrêtées là, puisque très nombreux médias ont titré sur un saccage du centre-ville du Mans. Le HuffPost, bien sûr, les Inrocks, des militants d'extrême droite saccagent le centre-ville. L'Express qui utilise ce terme également. L'Obs aussi. Et puis Abel Mestre qui tweet « Une quarantaine de militants d'extrême droite saccagent le centre-ville du Mans ». Donc Abel Mestre, journaliste au Monde. Il y a eu un débunkage qui a été réalisé par l'Action française, qui était pointé du doigt par les médias. Et l'Action française a donc publié une suite de vidéos de tous les endroits prétendument saccagés par les médias le lendemain des affrontements sanguinaires. Et en fait, on se rend compte bien qu'il n'y a pas de drame, que tout est une vitre brisée. Il y a un bris de vitre et des chaises cassées, mais par les antifas. Voilà. Qu'on saccageait, en l'occurrence, la terrasse d'un café en prenant les chaises. Voilà. Mais c'est même pas, c'est pas un saccage. Donc il n'y a pas eu de saccage. Un bris de chaises. Et ça a été débunké par l'Action française. Malgré tout, ça n'a pas empêché les médias de titrer sur ce saccage. Et du coup, nous avons interrogé Enzo Sandré, qui est responsable national de la jeunesse d'Action française. On l'écoute. Ce qu'on a pensé du traitement médiatique de l'affaire du Mans, c'est plus une faillite, c'est un naufrage. On a eu 0 couverture pour la marche, le souvenir vendéen, qui a pourtant réuni 100 personnes, ce qui est beaucoup au Mans. On a eu un traitement très complice du rassemblement Antifa. Et la cerise sur le gâteau, ça a été la couverture des événements de la soirée, contraire à toute déontologie journalistique et à tout esprit critique. Silence radio depuis le débunkage qu'on a réalisé le lendemain. Aucun démenti d'aucun média, aucune excuse. Après, on est habitué, c'est pas la première fois. On a mis en ligne récemment une vidéo qui récapitule toutes les affaires similaires, ainsi que les classements sans suite inexplicables. On invite les auditeurs à aller la consulter. On comprend un peu le dépit, c'est-à-dire une belle action finalement qui est soit ignorée, soit dénigrée, soit déformée, mais ça ne doit pas conduire à renoncer. Il faut continuer parce que malgré tout, on en a aussi parlé en contrepoint. On sait qu'ils ont fait quelque chose, qu'ils ont commémoré quelque chose qui mérite quand même d'être commémoré. Et que, faut pas se laisser abattre par les médias hostiles. Il faut abattre les médias hostiles. Mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit bien là que Enzo Sandré nous dit, mais les médias n'ont pas publié de démenti, alors qu'on a prouvé factuellement qu'ils avaient tort. Il n'y a pas eu de démenti, il n'y a pas eu d'excuses, évidemment. Enfin, c'est l'impunité, quoi. C'est le mensonge. Le mensonge politiquement correct a toujours une autoroute devant lui. Et sachant que dans d'autres situations, Jean-Yves, on ne parle pas de saccage alors qu'on pourrait en parler. Quand la nouvelle librairie est attaquée, ce qui arrive régulièrement, on pourrait parler de saccage d'extrême gauche dans le 6e arrondissement. Ouais. C'est pas des saccages, c'est la destruction, c'est l'attaque d'une librairie, ce qui est quand même grave, mais c'est pas un saccage. On parle pas de saccage dans tout l'arrondissement, en tout cas. Ou quand la réunion à Rennes des étudiants du magazine L'Étudiant Libre se fait attaquer par les antifas, on a un silence médiatique conséquent. Là, on n'a pas des couvertures du HuffPost et de l'Obs et ceux qui parlent d'un saccage. Donc c'est vraiment le deux poids, deux mesures, mais à un point qu'on a de la peine à l'imaginer. Ouais, c'est vrai que c'est assez hallucinant. Alors, Jean-Yves, ça va bientôt être la fin de cette émission, mais vous avez un coup de chapeau, voire même un double coup de chapeau, d'une certaine manière. Oui, il y a eu cette affaire dont on a un peu parlé quand même, de l'attaque d'une crèche vivante à Toulouse. Qu'est-ce qu'une crèche vivante ? C'est une crèche avec des hommes, des femmes, et des enfants. Pas mal d'enfants, beaucoup d'enfants, et donc qui a été attaqué par l'extrême gauche. Alors, il faut saluer Info Toulouse qui en a parlé, même si leur reporter a été pris à partie par l'extrême gauche à ce moment-là. Et puis même sur ce point-là, il a eu son matériel cassé et il a fait, et a priori, il y a un appel d'Info Toulouse à la solidarité pour rembourser le matériel cassé. Alors soutenez Info Toulouse. Ça fait 2 chèques, un chèque pour TVN, un chèque pour Info Toulouse. Et puis la Dépêche. A quand même publié un article pour en parler. La crèche vivante interrompue par les manifestants. C'est un titre quand même assez soft. Le contenu est différent du titre. Mais le contenu, alors allez-y sur le contenu, Nicolas. Ce qui est amusant, c'est que il faut rechercher 2 choses, parce que l'article que vous allez voir actuellement en ligne, il est caviardé. L'article original, et celui-ci, je vous en livre quelques extraits. Affligeant, c'est au cri de « stop aux fachos » sans même se rendre compte que c'est ce qu'ils sont eux-mêmes.
en ne respectant aucunement la liberté de pensée des autres qu'une cinquantaine d'individus a interrompu la crèche vivante. Et un jugement de la personne qui écrit un acte aussi triste que crétin. Et ce qui est amusant, Jean-Yves, c'est que quand on est sur la version actuelle, et pas sur la version archivée ancienne, eh bien, on a fait disparaître la mention que les personnes ayant attaqué la crèche vivante étaient eux-mêmes des fachos puisqu'ils ne respectaient pas la liberté de pensée des autres. Et le terme aussi triste que crétin en parlant de cet acte, mais a été aussi caviardé par la Dépêche. Donc c'est plutôt... c'est assez incroyable. Il y a un caviardage, en fait. Il y a un petit caviardage. Bon, malgré tout, la Dépêche en a parlé. Voilà. Ouais. La Dépêche en a parlé. J'espère que le journaliste qui a fait le premier article caviardé, on va pas trop lui en vouloir d'avoir fait un article un peu vif, mais qui correspondait à la réalité. Voilà, un bon point pour la Dépêche. Ils ont suffisamment de bobards, suffisamment de bonnets d'âne pour qu'une fois ne soit pas coutume. Il y a eu un événement quand même inadmissible, ils en ont parlé. Voilà. Bon, et en fait, ce qui me vient à l'esprit quand on voit ça, c'est qu'en fait, le journaliste de la Dépêche était sur place. Et donc, il a vu la haine du côté des antifas, la haine gratuite contre des enfants, contre le journaliste d'Info Toulouse qui s'est fait agresser, qui s'est fait casser son matériel. Et en fait, on a un journaliste qui était sur le terrain et donc qui a vu la réalité des choses et qui a vu que finalement, les antifas étaient des crétins, des violents, des incapables, des haineux, en fait. Et du coup, c'est ça qui a provoqué cet article juste pour une fois. Bon, ça a été vite repris parce qu'après, il y a les gens qui sont pas sur le terrain qui ont repris la main. Mais c'est incroyable de voir ça. En fait, quelqu'un qui était sur le terrain a vu la réalité, l'a retranscrite, et les gens au-dessus lui ont dit non. Caviardé, mais enfin, ils ont laissé passer quand même. Ouais, voilà. Quand même. Ouais. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Quelques annonces, puisque nous nous retrouvons certes la semaine prochaine, mais exceptionnellement le vendredi, même heure. Hein, vous aurez Immédiat qui sera disponible en début de soirée, mais ce sera donc le vendredi 27 décembre. Voilà, alors nous maintenons la continuité du service public de la réinformation, y compris entre Noël et le jour de l'an, et y compris malgré les grèves. Nous reviendrons l'un et l'autre, vous de Bretagne, moi des Alpes, mais on se débrouillera, on assurera la continuité du service. Oui, effectivement. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine. Oui. Par contre, le vendredi soir et non pas le jeudi soir. Et puis, puisque c'est non pas une tradition comme tradition moderne, mais on vous souhaite évidemment d'ici là un joyeux Noël, évidemment. Voilà. Et de bonnes fêtes, On va rester un peu moderne quand même. Ouais, quand même. Eh bien, Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.